L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Michael Bartzvi, Shalom, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Je rappelle que vous êtes sociologue, philosophe, vous intervenez régulièrement sur notre fréquence et ce matin, je voudrais solliciter votre intervention pour nous clarifier un dossier qui semble un peu ardu et pour une bonne raison. Vous avez été pendant plusieurs années, entre 2002 et 2009, le délégué général du KKL en France et nous voudrions parler avec vous de cet accord qui est intervenu la semaine dernière entre le gouvernement israélien et le KKL, un accord qui oblige d'une certaine manière le KKL a versé quelques 2 milliards de shekels de ses revenus au gouvernement israélien pour qu'ils soient utilisés dans le cadre du développement des infrastructures de l'État d'Israël. Alors, on a ressenti qu'au cours des dernières semaines, il y avait une véritable polémique entre le gouvernement et le KKL, justement autour de l'utilisation des revenus du KKL. Alors, pour cela, on a un peu l'impression, on aimerait que vous nous expliquiez, le KKL, dans l'esprit de l'ensemble des Juifs de diaspora, et même pour beaucoup d'Israéliens, le KKL, c'est avant tout cette petite boîte bleue et blanc dans laquelle on déposait des pièces lorsque l'on était jeune pour que l'on puisse acquérir, que l'État d'Israël, pour que le KKL puisse acquérir justement le lapsus est peut-être significatif, des terres sur la terre d'Israël. Aujourd'hui, on a l'impression que le KKL, c'est une multinationale terrienne qui dispose de nombreuses terres. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui a changé entre cette période historique où le KKL était symbolisé par cette boîte bleue et blanc et aujourd'hui. C'est pas que ça a changé, c'est que d'abord les choses ont évolué. Évidemment, au cours des années, la société israélienne a évolué et le prix également de l'immobilier a grimpé. Et donc forcément, lorsque le KKL, qui détient à peu près 11% des terres en Israël, lorsque l'État veut consacrer des terres qui avant étaient pour l'agriculture, à la construction d'immobilier, ces terres sont vendues. Et donc, ces revenus, enfin 50% de ces revenus vont dans les caisses du KKL. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Pourquoi seulement 50% et les autres 50% parce que ça n'est pas le KKL ne vend pas les terres, c'est en fait le Minal Mekarkei Israël qui vend les terres. L'administration domaniale. Donc, voilà, ce qu'on appelle le cadastre, plus ou moins en France. Oui. Et donc, le KKL touche 50%. Le fait est que le KKL, les terres que le KKL possède, se trouve dans le centre du pays, donc des zones, je dirais, où la terre est la plus chère. Ce sont des terres qui ont été acquises il y a oui. On va dire, des dizaines d'années, on va dire même avant, avant la création de l'État d'Israël. Souvent avant la création de l'État d'Israël. Alors, il faut savoir que le KKL, c'est une association qui appartient au peuple juif, puisque c'est... et non pas à l'État d'Israël. Et donc, il y a une convention qui est entre l'État d'Israël, qui a été signée, je crois, dans les années 50, et qui attribue en fait des fonctions au KKL, qui est l'entretien des forêts. Mais aujourd'hui, le KKL ne fait pas que des forêts, il y a des réservoirs d'eau, de l'aménagement du territoire, ce qu'on appelle en gros des routes d'accès, de l'éducation également. Et donc, si vous voulez, dans le budget ça veut dire que les revenus du KKL de la vente de ces terres, donc foncières, de ces terres immobilières dans des zones, on va dire, à forte demande, sert aussi à l'État d'À développement, par exemple, de réservoirs d'eau, au développement des forêts, au développement à l'aménagement d'autres territoires. Mais l'argent du KKL, il est uniquement utilisé dans les zones de développement. Le KKL ne va pas faire un jardin à Tel Aviv, mais il va investir notamment dans les zones de développement, c'est-à-dire dans le Negev, en Galilée, dans des zones où justement des zones qu'on appelle la périphérie, si vous voulez. Et puis il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que au fur et à mesure de ce développement,
dans le budget du KKL, les revenus de l'étranger, c'est-à-dire les dons que font les juifs de diaspora, sont devenus minoritaires. C'est-à-dire que je pense que, je ne sais pas, ça fait quelques années que j'ai quitté le KKL, donc je ne sais pas, mais en fait, en gros, on est à peu près sur 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que 2 tiers des revenus du KKL provient de la location et de la vente des terres, et également de réserves qui se sont accumulées, et 1 tiers provient peut-être des dons des Juifs. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui était logique et cohérent, c'était que l'État d'Israël est venu et a dit il faut que cette association soit contrôlée par l'État, par la Cour des comptes, ce qui n'était pas le cas jusqu'il y a quelques années. Et donc, la Knesset, à l'époque, et le gouvernement avaient décidé de faire un contrôle, alors qu'à l'époque, c'était le contrôle du mouvement sioniste, puisqu'il faut savoir que le KKL est l'émanation en fait du congrès sioniste et que les dirigeants du KKL sont des gens qui sont nommés ou élus par l'organisation en fait sioniste par mondiale. le congrès sioniste avec des coalitions qu'on connaît. Le président de l'agence juive, c'est Likoud. Le président du KKL, c'est souvent un travailliste. Donc c'est plus ou moins comme ça que ça se répartit. Et puis dans dans les postes de direction, il y a des représentants de différents mouvements. Et si je ne m'abuse, aujourd'hui, depuis plusieurs années, le Keren Kayemet l'Israël finance l'organisation sioniste mondiale qui elle-même n'a pas de revenus propres. Entre autres, mais finance bien d'autres projets que parfois l'État d'Israël ne veut pas financer. Oui. Donc il y a des relations. Souvent, il y a certains conseils régionaux qui ont besoin d'infrastructures. L'État d'Israël n'ayant pas toujours les moyens, on fait appel au KKL, donc ça veut dire qu'il y a toujours des relations avec l'État. Non, je crois que dans cette... Donc c'est un complément, on va dire, au gouvernement israélien, c'est-à-dire là où le gouvernement israélien n'a pas, par exemple, de budget ou de programme de planification, eh bien le KKL, lui, vient à la rescousse, c'est un peu cela. Alors effectivement, c'est le KKL qui décide, alors on peut penser que peut-être tel président du KKL va favoriser telle région ou tel autre projet. Bon, alors je pense que dans le débat actuel, en fait, c'est la volonté du ministère des Finances tout simplement de mettre la main sur la caisse du KKL. Ça crée une situation malgré tout extrêmement compliquée parce que le KKL dans le monde est reconnu comme une ONG. Et si demain, effectivement, c'est l'État qui met la main sur cet argent, ce statut d'ONG indépendant, il faut savoir que le KKL amène en Israël un certain nombre de délégations. J'étais moi-même samedi dernier avec une délégation de journalistes et d'hommes politiques français qui ont vu toutes les infrastructures d'Israël, pas seulement d'ailleurs celle du KKL, mais on leur a présenté, ils sont allés à Masada, ils sont allés voir les fermes de recherche dans l'agronomie et également moi j'ai fait une conférence sur la situation en Israël, questions-réponses, il y avait des journalistes et des hommes politiques français, donc ça veut dire que quelque part, le KKL participe à ce qu'on pourrait appeler la Hasbara, ou le sioniste en diaspora, et fait un certain nombre d'activités qui sont des activités, je dirais pas des activités politiques, mais en tout cas des activités de soutien à Israël. Alors, est-ce que... dans la communauté juive française, le KKL, c'est une des organisations principales qui organise des grands événements, que ce soit Yom Ha'atzmaut ou d'autres événements, tout Bishvat. Ce sont des organisations qui continuent à faire le lien entre la diaspora et l'État d'Israël, on va dire. Exactement. Donc, qui ne peuvent pas... Et l'État d'Israël ne peut pas les remplacer parce qu'il n'aurait pas une légitimité à le faire, par exemple, en France ou dans les communautés de diaspora. Il ne pourrait pas surtout obtenir... par exemple, en France, la capacité de déduction fiscale aussi. Voilà. C'est un autre problème que les gens ne comprennent pas. Cela dit, encore une fois, c'est une discussion qui est politique. Je crois qu'il y a une véritable volonté du ministre actuel des Finances, de Carlon, de vouloir mettre la main sur cet argent et de l'utiliser lui-même. Le problème, c'est que si on supprime quelque chose en Israël, on dit ça à propos de l'agence juive, oui, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Sauf que qui va faire ce travail? Et donc après, on va créer une autre structure avec autant d'employés. Alors aujourd'hui, le problème du KKL, c'est que si effectivement on lui réclame ces 2 milliards de shekels, c'est-à-dire 3 ou 4 fois son budget annuel, ça veut dire pratiquement la fermeture du KKL et le licenciement. Mais alors justement, l'accord qui a été conclu... moi, encore une fois, je pense qu'il y a eu probablement des dysfonctionnements et contrôler une association
ou probablement ici ou là il y a dû y avoir des abus, c'est tout à fait normal et je pense que là-dessus il n'y a pas de discussion. C'est légitime de contrôler et éventuellement de réparer les erreurs ou les abus qui ont été... Juste une précision, l'accord a été conclu et apparemment il va obliger le KKL à verser 2 milliards de shekels sur 2 ans, si je ne m'abuse, au gouvernement israélien. Je ne sais pas, parce que c'est pas encore, je crois que ça n'a pas encore été entériné par la direction du KKL. Le problème du KKL, c'est que ça représente par exemple 2 milliards de shekels, ça représente combien des revenus du KKL sur une année? C'est beaucoup plus que le budget annuel du KKL sur une année, c'est aux alentours de 700 millions de shekels. Non, les revenus du KKL. Alors, c'est 700 millions de shekels à peu près. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est une année et demie de recettes. Ah oui, d'accord, effectivement, ça risquerait donc d'hypothéquer la... Alors, c'est vrai qu'au KKL, il y a ce qu'on appelle des réserves, c'est-à-dire il y a de l'argent qui est mis de côté chaque année ou qui a été mis de côté, et le KKL a encore la possibilité de vendre un certain nombre de terres et de biens, et surtout le KKL va être obligé, dans ce cas, de licencier du personnel, alors que c'est une association qui, je ne sais pas depuis le moment où j'ai quitté, mais enfin depuis quelques années, le KKL a déjà subi des restrictions ou mis à la retraite plus d'un tiers de ses employés. Bon, j'espère que l'on a bien compris. Effectivement, c'est un problème assez complexe, mais que l'on a bien compris qu'il y avait une volonté de la part du gouvernement d'essayer de mettre la main. Oui, politique. Une volonté politique d'une partie de la classe politique. C'est assez curieux parce que c'est pas tout à fait la coalition contre l'opposition, parce que justement, je pense que les travaillistes veulent conserver le KKL. Je pense que les partis religieux les Bennett veut garder aussi le KKL. Une partie des gens du Likoud aussi et Lieberman, je pense, sont pour le maintien du KKL. Vous avez d'autres partis qui sont contre, comme par exemple l'extrême gauche, une partie des gens du Likoud et Carlon. Donc voilà. C'est pas opposition coalition sur cette question. Bon, eh bien, merci beaucoup, Michael Bar-Tzvi, de nous avoir éclairé sur ce dossier complexe très complexe. Des relations entre le gouvernement et le Fonds national juif, ce que l'on appelle bien entendu le Keren Kayemet les Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com et bonne journée. Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, nous atteignons la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Avant de laisser la parole à Eliana, je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'il est important et qu'ils peuvent désormais télécharger l'application Studio Kalita sur App Store et sur Google Play. Alors bien entendu, si vous nous écoutez, si vous voulez nous écouter tous les matins, eh bien donc téléchargez cette application Studio Kalita sur App Store et Google Play et vous pourrez nous écouter directement là où vous vous trouvez. Voilà, nous allons bientôt terminer cette heure d'actualité. Liana, vous allez nous présenter les émissions de Cathy Choucroune qui vont suivre et je vois aussi Elisa qui est là et qui va nous certainement animer donc la Miss Vada dans quelques instants. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.